Katia Chapoutier, je voulais d'abord dire que j'ai beaucoup aimé votre livre. Très bien. Lost in Jerusalem, c'est un bon début. Et je me posais tout de suite la question, et donc je vous la pose. Vous commencez le livre en arrivant dans des conditions un peu dures, disons. Enfin, c'est pas un accueil chaleureux, ouais. On vous accueille pas avec des fleurs. Mais on vous pose tout de suite la question, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire? Alors, comment vous vous êtes sentie en arrivant la première fois, puis au fur et à mesure des autres voyages? Visiteuse, touriste, journaliste, enquêteuse, reporter? Au début, je me suis sentie un peu comme une petite fille de 8 ans face au type de la sécurité. J'étais absolument terrifiée avec cette sensation fort désagréable où même quand vous dites la vérité, vu que vous avez quelqu'un d'incrédule en face, bah, vous avez l'impression que vous êtes en train de mentir. Vous vous sentez en faute. Voilà, comme les enfants où un regard d'adulte leur donne du rouge aux joues, quoi. Après, j'avais l'impression d'être une petite souris qui explorait. Et puis, peu à peu, je me suis sentie amoureuse. J'ai eu l'impression de revivre, vous savez, ces amours d'adolescence qu'on peut avoir l'été, qui sont entiers, qui emportent tout, en fait. Et ça, c'était fort, parce que j'ai quand même pas mal voyagé, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une émotion aussi radicale pour un lieu, et une envie aussi forte, même peut-être, si j'avais été 15 ans plus jeune, peut-être même que je serais restée. C'est vrai? Ah oui. Vous parlez de virus, effectivement. Vous avez attrapé un virus de Jérusalem? Absolument. Il y a un formidable Arménien qui m'avait dit, il y a un proverbe qui dit qu'une fois qu'on a bu l'eau de Jérusalem, on y revient toujours. J'ai bien compris ce qu'il voulait dire, parce que je sais que même si lors de mon dernier voyage j'étais un peu en overdose, un peu comme après Noël quand vous avez trop mangé et que vous dites que vous n'allez plus jamais manger, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'à nouveau je ressente le manque. Et c'était marrant, c'était une fois j'étais en salle de montage, et dans une autre salle de montage j'ai entendu l'appel à la prière. Ça a pris d'un coup j'y étais, vous savez, comme un parfum où ça plante le décor instantanément. Et je me suis dit, mince, ça me manque encore. Donc j'ai encore envie d'y aller, j'ai encore envie de creuser. Et je pense, oui, une fois qu'on y est allé, on y retourne toute une vie, oui. Et vous avez envie de témoigner majoritairement, je dirais, de quel aspect de cette vie? Alors moi, j'ai pas un avis de spécialiste, j'ai pas un avis d'historienne, j'ai pas un avis de politicienne, politologue. Très souvent, dès qu'on lit quelque chose sur Jérusalem et l'Israël, c'est toujours hyper complexe et hyper complexant. Moi, très souvent, quand je lis les articles qui parlent de la vie là-bas, je ne suis même pas sûre de comprendre ce que je suis en train de lire. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait pas mal de gens qui étaient comme moi. Et donc, j'avais vraiment envie de dire, voilà, quand Madame Tout-le-Monde va là-bas, si elle garde un tant soit peu ses yeux ouverts, son cœur ouvert, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle peut expérimenter et qu'est-ce qui s'y passe? J'ai essayé de rencontrer le maximum de gens différents possible, toujours en gardant cet esprit aussi ouvert que possible. Et voilà, de toute façon, j'ai pas le bagage pour avoir un autre regard que celui-là. Et c'est un regard que j'ai aimé avoir. Oui, donc ni historique ni géopolitique, mais vous êtes bien obligé évidemment de tenir compte des éléments d'explication qu'on vous a donnés. Vous ne parlez pas l'hébreu, vous ne parlez pas l'arabe. Et ça, c'était une erreur. Il vous faut des intermédiaires. Alors, il y a plusieurs rencontres. Il y a un prêtre, frère Jean, qui est un habitué. Il vient très très souvent en pèlerinage, accompagné des pèlerins. Il y avait Alexandra, une prof d'université suisse, qui s'est convertie au judaïsme et qui est donc pratiquante, bien évidemment. Et c'était fantastique parce qu'elle est pratiquement dans ma tranche d'âge, donc elle avait un regard de jeune femme qui était très intéressant à mettre en perspective. Il y avait également Marie-Armelle Beaulieu, qui est rédactrice en chef du magazine Terre Sainte. Et puis il y avait aussi un jeune Palestinien musulman non pratiquant qui est concierge d'une église de la vieille ville, qui m'a donné un regard parfois plus terre à terre mais absolument fascinant, et j'ai beaucoup aimé le faire parler régulièrement, et surtout qu'il avait un humour absolument ravageur qui était un pont entre nos deux civilisations.
Et vous avez aussi beaucoup d'humour sur les situations que vous découvrez. Ouais, j'en ai forcément beaucoup sur moi-même parce que je me suis retrouvée souvent dans des situations un peu ridicules. Oui, on sent que vous traînez beaucoup vos valises pour trouver le Oui, couvent où vous allez loger. Oui, j'ai pas le sens de l'orientation. Et ça, c'est terrible parce que je pense que même quelqu'un qui a le sens de l'orientation à Jérusalem peut se perdre, et tant mieux, parce que ça permet de se retrouver aussi, parfois de se perdre. Mais moi, je crois que c'est pathologique, effectivement. Ouais. Je voulais aussi vous demander, quand un Européen, une Européenne visite Jérusalem, est-ce qu'il retrouve des clés sur sa propre histoire? Est-ce que vous avez ramené des éléments qui vous ont remis en perspective par rapport à l'histoire de l'Europe, héritière de ces religions qui sont nées dans cette région? Forcément, on se replonge dans les croisades. Et alors, oui, par exemple. Oui. Typiquement, alors, je ne sais pas si vous c'est la même chose, mais moi à l'école, il y a des épisodes de l'histoire qui m'ont intéressée. Alors les croisades, c'était pas du tout dedans. J'avais vraiment des lacunes phénoménales. Une fois que vous arrivez au Saint-Sépulcre et que vous voyez des murs remplis de poinçons, de croix, de ces croisés qui sont arrivés jusqu'à Jérusalem, qu'on a envie de les toucher spontanément et qu'on est en prise directe physique avec l'histoire, forcément, en rentrant à sa chambre d'hôtel, on replonge un peu, tout simplement dans Wikipédia pour aller revoir la période des croisades. Et en fait, c'est évidemment une période absolument fascinante. Et on se rend compte que, oui, l'Europe a toujours été et sera toujours intimement liée à Jérusalem. Il y a comme un fil invisible. Et puis, il y a tous ces périples de pèlerins encore aujourd'hui qui à pied traversent l'Europe pour aller à Jérusalem, ce qui doit être un voyage absolument fantastique et tellement inattendu, parce que c'est tellement de civilisations différentes. Donc oui, forcément, il y a un certain cordon ombilical entre l'Europe et Jérusalem. Ça vous a donné des leçons sur la manière dont on peut essayer de mieux comprendre l'autre, les autres? Oh bah ça c'est certain, parce que vous savez, c'est quand les gens sont partis une semaine dans un pays et qui reviennent et qui disent j'ai fait la Chine, ils vous enquillent un nombre de clichés insensés dans un temps record. Bah moi c'était un peu ça au début, forcément, parce qu'on a une soif de comprendre, on a une soif de... Et puis en fait, plus on avance, et moins on comprend, un peu comme une boîte de chocolat où plus on enlève un étage et plus on se dit oh mince, il y en a encore, oh, mais il y en a encore, mais en fait c'est infini. Et plus on devient humble et plus on se rend compte, un peu comme disait c'était gamin qui disait ça, je sais que je ne sais rien. Voilà, plus on avance dans la connaissance des lieux et plus on va vers la conscience qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. Vous avez découvert quand même des points de résistance, des abcès de fixation extrêmement durs. Alors en dehors de l'humour ou du regard détendu que vous essayez d'établir, il y a quand même des éléments extrêmement inquiétants. Même. Bah, disons que j'ai l'habitude, donc en étant française, madame tout le monde, j'ai l'habitude d'être acceptée un peu partout assez facilement. Là, j'ai découvert une nouvelle position de femme, en quelque sorte. J'ai fait 4 voyages. Le premier, j'étais une femme seule. Donc, une femme qui a plus de 30 ans qui est seule, c'est suspect. On m'a demandé un nombre de fois insensé pourquoi je n'étais pas mariée. Le deuxième voyage, j'étais avec mon compagnon. On ne me voyait plus, on ne lui parlait qu'à lui, puisque l'homme est dans les 3 religions, finalement, prioritaires. La troisième fois, j'ai voyagé avec ma fille enceinte, convaincue qu'on allait avoir le monde à nos pieds. Absolument pas. Et c'est donc Alexandra, la jeune femme juive, qui m'accompagnait régulièrement, qui m'a expliqué simplement, c'est que une femme qui est seule et enceinte, c'est que soit elle a été répudiée, ce qui n'est pas bon signe, soit son mari ne sait pas la tenir, et ce n'est pas bon signe non plus. Et enfin, la dernière fois, j'ai voyagé seule enceinte, et ça a suscité énormément de questions. Et quand les gens découvraient que le père était resté en France pour travailler, ils étaient tous autant qu'ils étaient extrêmement déstabilisés par ça. Ils n'ont pas compris. Voilà. Et c'est vrai que ce type de voyage, on rêverait d'être un homme pour pouvoir vraiment se faufiler partout, en fait. Dans le cadre de la réunion de Roya, qui va parler de la littérature de voyage en particulier, enfin du dessin, disons, de la photographie jusqu'à l'écriture, on va essayer de redéfinir un peu ce qu'est cette littérature de voyage. Or, de mon expérience, quand je suis allé chercher votre livre, j'ai demandé où il pouvait se trouver.
Alors on ne m'a pas dit rayon tourisme, on ne m'a pas dit rayon voyage, on m'a dit rayon littérature. Et dans littérature, bien sûr, quand je me suis trouvé, on m'a dit littérature de voyage, et vous vous êtes retrouvé avec de très bons auteurs, les plus classiques de la littérature de voyage. Vous vous situez vous-même? Je dirais que c'est... en fait, l'histoire de ce livre au départ, c'est que le premier jour a été tellement rocambolesque que j'ai écrit une lettre aux copains, un mail pour leur raconter. Du coup, 2-3 m'ont dit, bon bah raconte-nous la suite. Et puis comme je voyageais seule, j'avais envie de partager. Donc le deuxième jour, j'ai réécrit une lettre, puis le troisième jour. Et en fait, les copains ont transmis à d'autres amis mes écrits. Et à la fin de la première semaine, il y avait 70 personnes qui m'ont dit, et alors il se passe quoi maintenant? Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est-à-dire finalement ça intéresse les gens, ça pique leur curiosité. Donc c'est comme ça que ça a été conçu. Donc je dirais que c'est un recueil de lettres en quelque sorte. Oui, c'est cette forme-là. Alors c'est clair que la dynamique du livre vient beaucoup du fait qu'on sent que vous pratiquez l'écriture courte de blog, l'écriture immédiate, je dirais, sur une réaction, que vous faites aussi des emprunts aux mails que vous échangez avec d'autres personnes ou à des blogs de journalistes. Comment vous avez monté le livre à la fin? Est-ce que vous l'avez monté comme vous montez un film, à partir d'éléments que vous aviez écrits, ou dans la continuité de ce que vous aviez vécu? Je pensais que j'allais justement le remonter comme un film. Un film, vous faites plein d'images et après vous tricotez. Et en fait, quand j'ai repris tout ce que j'avais écrit, ça se tenait de fait parce que c'était une réalité. Et puis c'était intéressant de voir la progression du regard. Après, il m'a semblé important de rajouter d'autres points de vue, effectivement des articles, des blogs, de gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi et qui ont des regards différents. Michael Bloom est en colon. Il y a Hélène Jaffiol, qui est une journaliste française qui vit là-bas, qui a un regard vraiment très intéressant, une jeune femme qui a une trentaine d'années. Et Grégory Phillips de Radio France. Tous ces gens-là ont une expérience beaucoup plus en prise avec les lieux, puisqu'ils y sont au quotidien. Bien sûr. Et pour moi, c'était intéressant de rajouter des points de vue plus sérieux, plus riches en fait. Je voulais terminer en vous demandant la comparaison, je dirais, entre vos différents points de vue quand vous avez des casques sur les oreilles et que vous enregistrez quelqu'un, comme on est en train de le faire, ou qu'il y a de l'image et que vous devez monter des images, ou que vous vous retrouvez uniquement devant un ordinateur, je ne vais pas dire une feuille blanche maintenant. Alors, quand on est en équipe de tournage, il y a un paramètre extrêmement difficile, c'est qu'il faut faire oublier la caméra et l'immense perche qui est au-dessus. L'avantage que j'ai, c'est que je travaille avec mon conjoint et notre meilleur ami, donc les gens voient arriver une bande de copains, donc c'est assez facile finalement avec le temps d'avoir les codes pour faire comprendre aux gens qu'on est là en tant qu'amis et plein de bienveillance. Mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte parce qu'on ne va pas être dans l'intime directement. Quand je suis en radio, je ne suis pas très grande. Et quand j'interviewe quelqu'un, je suis forcément en position inférieure avec mon micro. Et ça, c'est un atout majeur pour une interview. Parce que la personne que j'interviewe ne se sent pas menacée. Et donc, du coup, ça permet de se livrer beaucoup plus facilement. Après, quand c'est de l'écriture, c'est une liberté absolue. Parce que si je veille à toujours faire relire aux gens ce que j'ai écrit sur eux, au moment où je les rencontre, je n'ai pas besoin de mettre en avant ma démarche. On peut commencer par faire connaissance et parler du média bien après. Et ça, c'est quand même une liberté absolument fantastique. Surtout que, pas de problème de lumière. Je ne suis pas dérangée par les bus qui passent, qui pourraient parasiter le contenu. Et là, d'un coup, pouvoir recréer toute l'atmosphère juste en écrivant, waouh! Ça, c'est d'une puissance et d'une liberté quand même assez forte. Est-ce que vous avez envie de dessiner? Ou est-ce que vous dessinez comme vous êtes? Non, malheureusement, c'est terrible. J'ai une fille donc, à 6 ans qui dessine déjà mieux que moi. Donc autant vous dire, j'épargnerai ça à l'ensemble de la population. Alors quand j'étais à Yad Vashem, qui est le mémorial de la Shoah, un endroit où j'avais un peu peur d'aller parce que j'avais peur d'être bouleversée par trop d'émotions. Et en fait, c'est étonnamment un lieu de vie. C'est un lieu qui redonne vie aux disparus. J'ai découvert un auteur que je ne connaissais absolument pas, qui est donc, je lis parce que Benjamin Fondane, dramaturge, philosophe et cinéaste roumain naturalisé français. Donc il a été à Auschwitz, il a été malheureusement gazé, mais avant de disparaître, il a écrit un long poème. Et donc au mémorial, il y a un extrait qui est présenté. Et je voulais le lire parce que ça me plaît de pouvoir faire encore entendre la voix de cet homme.
Un jour viendra sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Voilà, j'avais envie de lui donner un peu plus d'espace de vie à ce monsieur. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci.